de la stérilisation de l'esprit, puisqu'un esprit qui se trompe, ça serait un esprit qui serait incapable de créer. Non, là, il y a une modification. C'est quelque chose qui déplace les significations, qui fait que des mots n'ont plus exactement le sens qu'ils pouvaient avoir. Il les tire d'un autre côté, il procède à ce qu'il appelle, je termine là-dessus, paragraphe 307 qui se trouve à la page 410. Alors, je vous cite parce qu'il faut référez-vous à ce volume. Si vous ne l'avez pas vous-même en bibliothèque, on peut se le procurer facilement. Ma tâche, 2 points, il définit sa tâche, la déshumanisation de la nature et ensuite la naturalisation de l'homme, après qu'il aura acquis le pur concept de nature. Ce qui est très près d'ailleurs de cette nature philosophie qui est, je vous l'avais dit à l'instant, le propre de la pensée romantique de Schelling, que refuse toutefois dans sa formule schellingienne, parce que vraisemblablement elle est trop idéaliste, elle est tendue vers le divin, elle est tendue vers une exaltation spiritualiste, mais en dépit de cela, il y a quand même, à mon sens, une très grande parenté entre cette philosophie de la nature et la pensée nietzschéenne. Elle en est peut-être un développement, une négation également, un retournement, un changement, mais elle est quand même très présente dans son orientation. Si l'on compare par exemple cela à une philosophie d'origine, à une philosophie telle qu'elle se pratique à l'époque, de forme critique kantienne, de l'idéalisme transcendantal, ou de forme strictement phénoménologique. Et même aussi avec des modifications, bien qu'il y ait des modifications très profondes à effectuer, c'est assez présent dans la pensée bergsonienne qui n'a pas abandonné cette idée d'une nature-philosophie que l'on retrouve aussi, mais alors lui en revendique la filiation, la tradition, c'est Deleuze qui, au début de Différence et répétition, où il la présente sous la forme un peu d'une déploration, en regrettant que cette idée de la nature-philosophie ait abandonné les formes contemporaines, soit d'une philosophie purement analytique, soit d'une philosophie d'orientation phénoménologique. Bon, on pourrait voir, d'ailleurs, j'avais noté également, à la suite de ces réflexions, que en ce qui concerne la vérité et le mensonge, qui est aussi en relation avec la vérité, l'argumentation et l'erreur, entre le pathos et le logos, on pourrait relier un peu cette apologie de l'erreur, ou cette apologie des voies du mensonge dans la vie, à certains passages de Jean Genet qui ne se revendique pas d'ailleurs, ne se réclame pas du tout de la pensée de Nietzsche. Je ne pense pas qu'il ait eu l'idée de se relier à cette pensée, mais que l'on peut relier malgré tout, en particulier autour de ce problème de la relation de l'autobiographie, si l'on peut dire, ou de la conception de sa propre pensée, de la vérité de sa pensée avec l'erreur, au moment où il affirme qu'il n'est incapable de dire de lui-même autre chose que quelque chose qui soit un mensonge,
qu'il soit une erreur et qu'il ne peut pas dire de lui-même quelque chose qui corresponde exactement à la vérité. Et lorsqu'il s'appelle lui-même dans Un captif amoureux, il y a un long passage là-dessus, un spontané simulateur. Or, chez Nietzsche, il y a beaucoup de cela, un spontané simulateur. C'est-à-dire qu'il est Dionysos, il est le Christ à la fois, il est Ariane, il s'identifie dans beaucoup de pensées, de réflexions, justement, à des personnages qu'il n'est pas, d'une façon consciente d'ailleurs, non pas à titre de mystification ou d'intention paranoïaque, mais parce que il y a quelque chose qui, lorsqu'il y a l'affirmation même de soi, ne correspond pas du tout à cette description, à cette vérité psychologique que l'on croit posséder sur soi-même en tant qu'individu. Chaque fois que l'on énonce quelque chose, on est forcément dans l'erreur, dans l'errance. Et donc à la fois dans la vérité et le mensonge, à la fois dans le bien et le mal, dans le dépassement en permanence des évaluations courantes. Donc la vie est toujours quelque chose qui est une puissance de vérité, si l'on veut, mais qui est axée, qui est centrée sur, c'est le mot qui m'échappe ici, qui est assise, qui a pour pivot une puissance du faux, quelque chose qui est aussi de la nature de la création esthétique, autour de laquelle Nietzsche prévoit la rédaction de sa philosophie à venir, à la fois aussi de ce qu'il appelle sa morale, qui est une sorte de liaison et de dépassement entre l'éthique et l'esthétique, rédaction, écrit-il, de la morale de l'esthétique, dans ce commentaire au texte que je vous avais indiqué, qui se trouve page 343 du même livre. Bon, je m'arrête là pour ne pas faire une conférence, mais pour indiquer certaines orientations de lecture. Alors je vous donne, là je vous donne la parole, c'est ça. Vivre, je relis, vivre est la condition du connaître, et errer la condition de la vie. Et là aussi j'avais noté, mais je ne l'avais pas reprise, le délire par amour de la vie. Il nous faut être sans scrupule à l'égard de la vérité et de l'erreur. Tant qu'il y a de la vie, cela précisément afin que nous puissions de recherche afin que nous puissions de recherche, je ne sais pas ce que j'ai écrit ça, consommer la vie, consacrer, je pense, la vie au service de la vérité et de la conscience intellectuelle. Oui, donc là aussi, d'ailleurs, paradoxalement, on retrouverait cette vérité qui a été expulsée, on pourrait dire, par l'erreur, on la retrouve ici. Tant qu'il y a de la vie, cela précisément afin que nous puissions de recherche consacrer, je pense, la vie au service de la vérité et de la conscience intellectuelle. C'est là
c'est le paragraphe 296. C'est là notre flux et reflux, l'énergie de notre contraction et de notre dilatation. C'est une image qui là nous renverrait un peu vers le flux vital, vers cette sorte de diastole et de systole qui serait même le mouvement vital, c'est-à-dire du flux et du reflux. Mais on trouverait, c'est un ensemble de textes très riches, parce que on voit, il y a beaucoup de choses également. Il y a des notations beaucoup plus personnelles, alors idiosyncrasiques, fusion du vrai avec de vivantes erreurs, par exemple, fusion du vrai avec de vivantes erreurs, c'est page 400, ou alors quelque chose de plus spécifique, vouloir se marier et y perdre le sens de sa vie, qui est très lié avec les expressions misogynes permanentes de Nietzsche. Mais en même temps, son époque, qui était beaucoup moins matrimoniale et dans lesquelles il y avait une tendance que l'on trouve également de chez Fourier contre le mariage, qui a complètement disparu, ou en grande partie disparu à l'heure actuelle. Que l'on trouve également chez Kierkegaard, d'ailleurs, avec sa problématique kierkegaardienne autour de ses fiançailles et du mariage. Ça, c'est un autre problème, mais qui est très lié, malgré tout, à ceux qui sont traités dans ces passages. Donc, je m'arrête. Pardon, une petite précision, s'il vous plaît. Comment ? Une petite précision, s'il vous plaît. Vous voulez parler d'une nouvelle édition du Quai Savoir, c'est ça? Pardon. Vous venez de parler d'une nouvelle édition, d'une édition augmentée du Quai Savoir. Ah, là, ce que je viens de présenter, c'est 2 passages du Quai Savoir, paragraphes 120 et 121 du Quai Savoir, mais qui sont agrémentés dans l'édition, qui n'est pas la nouvelle édition, elle date de 50 ans, de presque maintenant. Ici, Colli Molinari, qui est dans le tome 5, qui comporte le Quai Savoir, mais en même temps, il y a ce qu'ils appellent fragment inédit de l'année 1881-1882. J'ai fait une revue parce que j'avais précisé tout le temps. Mais des fragments, c'est ça, non limités, donc. Qui sont faits et qui sont signalés. À chaque page, vous avez entre parenthèses le fragment auquel ça se rapporte. Oui, toutes les œuvres sont présentées de cette forme. C'est fait, puisque la présentation est faite d'une façon chronologique. Et ça, c'est des fragments des années 81-82, mais dans lesquels toute la pensée de Nietzsche est déjà présente, puisqu'il parle dedans déjà de Zarathustra, il parle de l'éternel retour. Bon, je ne suis pas arrivé au bout du Quai Savoir, j'ai pu lire une centaine de paragraphes, c'est tout, hein, parce qu'au bout d'un moment, l'histoire catholique, ça m'énerve. Bon, alors je ne sais pas si jamais vous avez sur parmi les œuvres, les commentaires récents, ah ben, il y avait celui dont je vous avais parlé également,
qui a été publié l'an dernier de quelqu'un que vous connaissez, puisque c'est Stéphane Nadeau que vous avez vu ici, qui a fait sa thèse sur Nietzsche avec Brossard et qui a publié un livre sur Nietzsche très intéressant, qui est composé, ou qui a en annexe ce qu'il appelle un vadémécum de Nietzsche. Donc il comporte un certain nombre de fragments, notamment de textes qui ont été ajoutés, vadémécum des pensées de Nietzsche. Mais qui est très intéressant maintenant. Pour s'orienter dans Nietzsche, là, c'est un peu, c'est assez délicat, parce qu'on peut prendre n'importe quel texte. Il y a une évolution, si l'on veut, de la pensée de Nietzsche, mais ce n'est pas une construction d'un système, c'est plutôt quelque chose qui est rayonnant. Si l'on veut voir la façon dont Nietzsche a composé son œuvre, il faudrait commencer par Ex Homo, puisque c'est là où il écrit une sorte de résumé, de vision qu'il a de son œuvre, comment j'ai écrit mes livres. Alors, il cite les différents livres qu'il a écrits, et il les commente avec une sorte d'auto-satisfaction qui pourrait être gênante si l'on ne connaissait pas Nietzsche et la façon dont il faut prendre ses affirmations, comment j'ai écrit de si bons livres, etc., pourquoi j'ai été fin, etc. C'est au fond c'est pas à prendre comme étant des affirmations paranoïaques, bien qu'il y ait très certainement des éléments de paranoïa un peu chez lui, de la même façon qu'en a chez Rousseau, dans ses compliments. C'est cette sorte d'exaltation qu'il fait de lui-même. C'est Fourier, lorsqu'il dit l'inventaire, je suis l'inventeur, personne avant moi n'a jamais vu ça, etc. C'est un petit peu les mêmes gens, d'ailleurs, cette sorte d'auto-exaltation. Bon, mais je vous laisse la parole pour qu'on ne perde pas son temps. Jamais le temps. Il n'y a rien alors Guilhem était très lié à Gaston Bachelard, qui était son collègue de Sorbonne. Attends, je et sur les rapports entre vérité et erreur. Je demande et ça me fait. Dans mes oreilles, ça fait du bruit. Vas-y. Plus fort. Bachelard montre qu'en fait, l'histoire des sciences, c'est pas seulement une union des travailleurs de la preuve, mais aussi, au fond, la science d'aujourd'hui sera, la vérité scientifique d'aujourd'hui sera erreur demain. Et au fond, on retrouve l'idée de Canguilhem aussi de la vie, au fond, qui est faite d'erreurs, d'errances, etc. Mais Bachelard, qui était très proche de Canguilhem, qui avait même des relations, ainsi que d'ailleurs de Cavaillès, a insisté sur ce rapport. Au fond, contrairement aux préjugés, aux présupposés, la science n'est pas aussi, n'est pas une quête de la vérité, mais aussi une recherche de l'erreur, de l'erreur surmontée. On retrouve un peu ce thème aussi chez Canguilhem dans la connaissance des vérités. C'est-à-dire que dans Bachelard, je ne connais pas assez Bachelard pour pouvoir dire quelque chose de synthétique sur lui. Il y a évidemment deux aspects que certains ont dissociés, mais qui ne sont pas dissociables en fait au sens d'une... Il y a un déplacement de point de vue, mais ce n'est pas une contradiction dans sa pensée, parce qu'il est quelqu'un
qui a établi l'esprit, qui a étudié l'esprit scientifique, c'est-à-dire le rationalisme de la science moderne à partir de la modernité, c'est-à-dire justement de ces époques de la Renaissance galiléenne ou cartésienne, et ensuite aussi la formation du nouvel esprit scientifique, c'est-à-dire de celui qui n'est plus exactement, tout en étant rationaliste, n'est plus exactement celui du rationalisme de Descartes, ou celui qui s'étend jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et qui a établi en particulier ce qu'il appelle les ruptures épistémologiques, les passages à une forme de compréhension différente, qui sont très bien expliquées, très pédagogiques, dans le modèle, par exemple, peut-être celui de la compréhension qui doit avoir lieu lorsque l'on passe, par exemple, de la lumière obtenue par le feu, par la flamme extérieure, à celle obtenue par la lampe à incandescence, et ensuite par la lumière froide. Bon, il y a la nécessité de compréhension épistémologique différente pour concevoir comment se passent les choses. La première différence pouvant être également celle qui se produit au niveau de la compréhension des phénomènes de la vie, d'ailleurs, des phénomènes de la respiration comme combustion, de la circulation qui était considérée autrefois, dans une certaine conception régnant dans l'Antiquité, qui n'était d'une part pas comprise comme étant une partie intégrante du fonctionnement d'organisme, comme étant la fonction pulmonaire et la fonction circulatoire étant dissociées l'une de l'autre, etc. Donc il y a des moments où la science va changer de point de vue, ou alors au moment galiléen et de la découverte du principe de l'inertie et la conversion par rapport à la construction du monde dans l'espace indifférencié, et le fait qu'il n'y avait pas de lieu privilégié mais un espace uniforme, tout cela, il n'y avait pas de polarité en quelque sorte, mais un espace uniforme, tout cela qui montre ces ruptures épistémologiques, ces conversions de la science. Mais en même temps, il y a chez Bachelard cet ensemble d'études qui sont celles de ce qu'il appelle la psychanalyse du feu, ou l'étude de ces conceptions imaginaires qui ont été ces conceptions irrationnelles de nature esthétique, justement, qui ont été groupées autour de la compréhension des éléments, les éléments eux-mêmes d'ailleurs étant des notions qui ne tiennent pas du tout au rationalisme scientifique, puisque ce ne sont pas des éléments tels qu'ils sont étudiés dans la table établie par les savants chimistes, la table de Mendeleïev, les éléments selon la compréhension des corps élémentaires, mais des éléments qui sont fixés selon leur rapport à la sensibilité, l'air, la terre, le feu, l'eau, etc. C'est-à-dire des éléments qui ne sont pas élémentaires de ce point de vue-là. Donc il y a les deux aspects chez Bachelard qui semblent en quelque sorte dissociés, puisqu'après
avoir étudié le rationalisme de la science, il étudie les aspects non scientifiques, mais ceux qui l'accompagnent. Mais en fait, ils sont l'un et l'autre dans une très grande connexion. Ce que fait Canguilhem, relativement à la vie, c'est un petit peu différent, puisque ça semble être un petit peu l'inverse. C'est-à-dire, il s'oppose à ce qu'a été une certaine orientation moderne de la vie, dans la compréhension, l'analyse qu'en a faite la pensée cartésienne, c'est-à-dire réduire la vie à une compréhension mécanique des sciences physico-chimiques, tandis qu'il reprend en compte comme étant des perspectives intéressantes sur la vie, ce qui précisément n'appartenait pas à cette vision et qui relevait du vitalisme. De sorte que dans une certaine mesure, bien qu'étant un collègue contemporain à la fois successeur et ami de Bachelard, dépendant de lui, il étudie un aspect, à mon sens, qui est un petit peu marginal par rapport à celui de Bachelard. Il ne met pas l'accent tellement sur la rupture épistémologique dans la compréhension de la vie que sur l'intérêt, à mon sens, tout au moins, là je peux me tromper, que sur l'intérêt du vitalisme, qui précisément est quelque chose qui est en dehors de la pensée scientifique rationnelle, relativement à la compréhension de la vie. Sa critique de Claude Bernard, par exemple, va dans ce sens, puisqu'il dit Claude Bernard voudrait réduire la vie le corps vivant à un fonctionnement comparable à celui d'une machine physico-chimique et supprimer en lui les irrégularités, alors qu'en fait il n'est précisément dans son principe qu'irrégularité, puisqu'il n'existe qu'au niveau individuel. Donc il n'y a pas, je pense, il n'y a pas d'opposition entre la pensée de Bachelard et la pensée de Canguilhem. Je pense toutefois que Canguilhem a mis l'accent sur quelque chose qui, sans être exclu par Bachelard, n'est pas vu de la même façon. Parce que, justement, en raison de ces moments de la rupture, pour Canguilhem, il n'y a pas tellement de moments de la rupture, puisqu'on reprend ensuite des choses qui avaient été abandonnées. On reprend la vision monadique de Leibniz dans la cellule. On reprend, je ne sais pas, la vision du milieu lorsque l'on cesse de considérer l'organisme comme étant un mécanisme isolé, etc. Mais c'est un problème, effectivement, qui est au centre, au fond, de cette épistémologie. C'est pourquoi, d'après l'étude que je vous ai citée de Muriel Combe, dans La vie inséparée, peut-être les problèmes qui sont posés là, je trouverai, tout au moins du point de vue de la relation entre vitalisme
les sciences de la vie se trouveraient éclairées dans les conceptions de Simondon, avec, ou celle de Bruyère, avec cette nouvelle perspective des phénomènes pris dans les phénomènes d'individuation, la phénomène d'individuation qui utilise des concepts comme ceux de ce qu'il appelle, c'est un concept de Simondon, la transduction. Le passage, le fait de ne pas pouvoir s'enfermer à l'intérieur d'une opposition stricte entre des concepts mécaniques et des concepts vitalistes. Quelque chose qui modifie la conception un peu que l'on peut avoir de la pensée biologique. Et également, d'ailleurs, en retrouvant aussi la notion de milieu dans la relation avec le vivant, puisque dans la conception cartésienne, justement, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de milieu, mais il y a des espaces abstraits, il y a des contacts, des chocs, tandis que le milieu exprime quelque chose qui est beaucoup plus indifférencié, pris au niveau des flux, au niveau des fluides, au niveau des unités entre l'individu et ce qui l'entoure. Donc il y a en permanence quelque chose qui est interdit d'opérer des oppositions tranchées entre l'unité individuelle et l'abstraction de son environnement. Il n'y a pas d'autre et toi-même. Il n'y a pas de... Bon, comme je suis arrivé à un point où j'ai montré une sorte de perspective qui nous fait retrouver justement des sens à des conceptions qui sont un petit peu périmées, un peu laissées en arrière, comme celle de philosophie de la nature, nature-philosophie allemande, ou même âme du monde, c'est-à-dire liaison entre le vivant et son milieu. Je crois que c'est ça qui nous permettra le mieux de reprendre au niveau de ce que je voudrais commencer l'an prochain, qui est indiqué ici, c'est-à-dire avec la liaison, les conceptions de la relation entre la nature et la vie. Il y avait, je terminais ici par une citation, puisque se retrancher derrière une citation d'un auteur célèbre est toujours une façon intéressante de conclure et de frapper les esprits. Je voudrais relier cela à une citation que j'ai trouvée également dans le livre de Jean Clé, qui est une citation de Hegel, tirée
de la philosophie de l'esprit. La philosophie de l'esprit est un texte qui a été récemment traduit. Il y a une ancienne philosophie de l'esprit, mais qui avait été mal traduite, et elle a été traduite, je n'ai pas la référence ici, en 1982, d'une façon meilleure aux presses universitaires. C'est aussi cette philosophie de l'esprit, d'ailleurs, c'est une œuvre qui n'est pas, à proprement parler, autre chose que des cours de Hegel qui ont été réunis. C'est comme les cours sur l'esthétique. C'est pourquoi il y a eu plusieurs versions. Ça n'a jamais été exactement les mêmes versions qui ont été données. Mais il y a une phrase qui est très intéressante et qui est poétique, dont le sens non plus n'est pas exactement explicite, mais qui ouvre un peu des perspectives sur cet aspect qui, à propos de la vie, parle à la fois de problèmes qui sont ceux d'une étude scientifique objective et en même temps des problèmes de la subjectivité. L'homme, je cite ce que reproduit Jean-Clé Martin de la philosophie de l'esprit, l'homme est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans sa simplicité. Une richesse, c'est si l'on veut, nietzschéen, c'est nietzschéen et pas nietzschéen. Là aussi, les relations entre Hegel et Nietzsche sont très conflictuelles de la part de Nietzsche, puisqu'il se détache de Hegel, mais en même temps, on trouve entre ces auteurs des parentés certaines. L'homme est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans sa simplicité, une richesse d'un nombre infini de représentations, d'images, dont aucune ne lui vient précisément à l'esprit, ou qui ne sont pas en tant qu'effectivement présentes. C'est la nuit, l'intimité de la nature qui existe ici. C'est dans ces relations entre l'homme et la nature. C'est quelque chose qui fait que l'homme et la nature, l'intérieur et l'extérieur, la précision des choses et d'autre part l'indécision des images sont renvoyés de l'un à l'autre. C'est la nuit, l'intimité de la nature qui existe ici, le soi pur. Expression difficile à saisir, un peu énigmatique, c'est la nuit, c'est l'homme qui, d'une certaine façon, est la nuit de la nature, dans ce sens-là. Il est la nuit de la nature, mais aussi il est l'endroit où la nature, on pourrait presque dire, s'illumine de cette nuit, si l'on peut utiliser cette expression. La nuit, on pourrait également oser la formule, la nuit lumineuse de la nature. C'est quelque chose où il n'y a pas, on voit ce que ça veut dire, là, les images. Dans l'homme, il y a une quantité de représentations, mais qui ne sont pas fixées. Ce néant vide, je répète, l'homme est cette nuit, ce néant vide, c'est un peu du Sartre également aussi, lorsque Sartre parle de l'être et le néant, dans les passages qui sont les plus intéressants peut-être, de l'être et le néant, on trouverait cette appréhension qui fait que ce qui est au cœur même de l'existence, c'est le néant. Cette nuit, ce néant vide, qui contient tout dans sa simplicité, d'une richesse, d'un nombre infini de représentations,
d'images dont aucune ne lui vient précisément à l'esprit ou qui ne sont pas en tant qu'effectivement présentes. Là, je crois qu'on voit ce que ça veut dire. C'est un passage, au fond, c'est un ensemble d'images. On retrouverait aussi des idées semblables, peut-être, lorsque l'on ouvre, par exemple, dans Bergson, Matière et Mémoire, où l'ensemble, le monde est un ensemble d'images. Ce sont des images dans lesquelles nous sommes à la fois, et nous sommes aussi perdus, et nous sommes pris dans l'ensemble de ce qui arrive. C'est la nuit, l'intimité de la nature qui existe ici, le soi pur. Je parlais de Sartre, c'est à la fois la même chose et pas la même chose, parce que lui distingue l'en-soi qui est l'existence des choses, et le pour-soi qui est autre chose. Là c'est pas tout à fait pareil, ce n'est pas exactement cette distinction qui est opérée, parce que Hegel ne raisonne pas exactement de la même façon dans une philosophie qui prendrait comme point de départ la conscience de soi. On voit que ce qu'il aborde, c'est quelque chose qui dépasse un peu ce point de vue. C'est l'ensemble qui est constitué par l'homme et par la nature. Et dans une sorte de passage permanent de l'un à l'autre. C'est la nuit, l'intimité de la nature qui existe ici, le soi pur. Dans des représentations fantasmagoriques, il fait nuit tout autour. Ici surgit alors brusquement une tête ensanglantée, là une autre apparition blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vision qui fait apparaître les différentes péripéties qui seront au centre même de la pensée de Hegel, c'est-à-dire les péripéties de l'histoire. Une tête ensanglantée, c'est dans l'homme. L'homme, c'est également, merci, je termine, l'homme, c'est également l'ensemble de ces événements historiques qui sont des événements tragiques, des meurtres, des exécutions de rois, puisque ça se passe au moment de la Révolution française. Et donc cette tête ensanglantée, c'est également cette vision qui a frappé beaucoup les gens à son époque, et en particulier Ballanche, cette exécution de Louis XVI, et cette tête ensanglantée qui a remué l'Europe et suscité les coalitions contre la France. Et donc c'est ça, l'homme, c'est également cela, si l'on veut comprendre l'ensemble des événements, si on veut le comprendre comme étant pris dans l'ensemble des événements historiques dont il est l'auteur. Ici, si on vit alors brusquement une tête ensanglantée, là une autre apparition blanche, je ne sais pas ce que c'est que l'apparition blanche exactement, et elle disparaît tout aussi brusquement. C'est cette nuit que l'on aperçoit lorsqu'on regarde un homme dans les yeux, une nuit qui devient terrible, c'est la nuit du monde qui se présente à leur âme. Mais là c'est une vision peut-être un petit peu terrible, qui ne veut pas, qui pourrait nous attrister peut-être si on abandonnait la lecture de Hegel uniquement là-dessus, de sorte que je voudrais le relier à une autre lecture qui est intéressante, qui est prise aussi dans Hegel. Je n'ai pas l'habitude de le citer, mais là, c'est l'occasion qui s'en présente, parce qu'il a été cité là par Rancière dans le livre très intéressant qu'il a écrit, qu'il a publié sous le nom de Aesthésis, et qui est
une vision, un exposé de différentes manières de voir l'esthétique. Et là, il commence par une citation. C'est fait par des commentaires, sont des commentaires de textes qu'il cite et qu'il commente, qui montrent les différents états de la conscience esthétique dans différentes périodes, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à notre époque. Et il commence par l'esthétique de Hegel et par la conception que Hegel se fait de l'œuvre d'art picturale à travers les distinctions entre la peinture, l'expression dans la peinture de ce que peut être le sensible, de ce que peut être l'idéal, et de l'expression, l'intention picturale qui est celle d'imprégner à une imitation directe et trop simple de la nature, des éléments, quelque chose qui est la présence de l'idée. Or, cet idéal se trouve là, dans l'évocation d'une peinture de Murillo, qui est celle des petits mendiants de Murillo, qui sur les marches d'une église sont en train de jouer et de manger des grappes de raisin. Mais même à travers cette pauvreté, on voit ces mendiants dépenaliers, ces enfants qui à la fois jouent au dé et ont des fruits, lèvent la tête et mangent une grappe. Mais même à travers cette pauvreté, cette demi-nudité transparaît intérieurement et extérieurement. C'est ça l'imprégnation de l'idéal qui se trouve dans l'apparence extérieure. Transparaît intérieurement et extérieurement une parfaite insouciance, aussi parfaite que celle d'un derviche. Un derviche, c'est-à-dire un derviche, je crois que ce sont les Turcs qui ont des derviches. Les Indiens, je crois que c'est les Turcs. Qui dansent, qui tournent sur eux-mêmes. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont partis. On dit en général plutôt des fakirs, des derviches. Là, il s'agit d'un derviche. Aussi parfaite que celle d'un derviche, qu'accompagne un profond sentiment de santé et de joie de vivre. Cette insouciance à l'égard du monde extérieur, cette liberté interne sur laquelle l'extérieur n'a pas de prise, forme le concept de l'idéal. Et il rapproche à la fois Hegel et Rancière, dans la citation qu'il fait, de cette peinture de Murillo, d'une autre peinture qui se trouve également dans le musée de Dresde, je crois, et à propos de Raphaël et du portrait d'un jeune homme, qui se trouve d'ailleurs aussi au Louvre, mais comme il y en a plusieurs versions, il a pu les voir ailleurs. Sur Raphaël, le portrait d'un jeune garçon qui est assis oisif, la tête appuyée sur un bras, et regarde vers le libre lointain avec un tel bonheur de satisfaction insouciante qu'on ne peut s'arracher à la contemplation de ce tableau de joyeuse santé spirituelle. Nous éprouvons le même sentiment de satisfaction devant les jeunes garçons de Murillo. On voit que rien d'autre ne les intéresse, que rien d'autre ne les préoccupe, et cela non parce qu'ils ont une intelligence obtuse, mais parce qu'ils sont contents et heureux comme des dieux de l'Olympe. C'est d'ailleurs le titre, je crois, que donne Rancière à ce chapitre, les dieux de l'Olympe, les dieux de la rue, ou quelque chose de semblable.
Ils ne font rien, ne disent rien, mais ce sont des hommes tout d'une pièce qui ignorent la mauvaise humeur et la non-liberté en soi, ce qui les rend virtuellement aptes à tout, de sorte qu'on a l'impression que ces jeunes garçons peuvent avoir un avenir que nous ne soupçonnons même pas. Ce sont là des conceptions artistiques tout à fait différentes de celles qui aboutissent à la représentation. Là, Hegel veut opposer le réalisme pur et simple d'une femme acariâtre et bilieuse ou d'un paysan qui noue son fouet ou encore d'un postillon endormi sur de la paille, ce qui est à la fois une opposition valable si l'on veut, mais qui n'est pas tout à fait vrai, parce que précisément l'art de la peinture au XIXe siècle et ensuite aura été d'accentuer cette indifférence du sujet et faire que à travers quelque chose comme un postillon qui noue son fouet ou une pomme ou un postillon endormi, on pourra en même temps aussi trouver des expressions tout aussi idéales au sens qu'il entend que celles du portrait de Raphaël ou des garçons de Murillo. Mais c'était pour introduire un petit peu à cette vision, à cette interprétation de plénitude, de la plénitude heureuse de la vie telle qu'elle peut être exprimée dans l'art, que je me référais à ce texte de Hegel, emprunté au livre de Rancière, auquel je vous renvoie d'ailleurs, parce que c'était très intéressant. C'est un livre très riche et qui donne une vision très complète, très heureuse des différentes formes de la vision esthétique jusqu'à l'époque contemporaine. Bon, et bien, dans ce cas-là, il faut s'arrêter parce qu'on n'en finirait plus. Mais oui, c'est ça. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on rentre. C'est ça le grand problème. J'ai une question à vous poser. Enfin, j'ai deux questions à vous poser. Ce qu'il faudrait, j'ai mis, mais j'avais écrit quelque chose. Là, oui, vous avez le papier. J'avais écrit quelque chose que je ne commente pas, puisque j'en ferai le commentaire à la rentrée, mais j'avais dit que... Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Je sollicitais très vivement que nous prenions un bonbon. Vous voyez le poisson, là, ça fait 2 heures que vous voyez le poisson. Ça fait 2 heures que vous voyez le poisson. Parce que j'ai lu votre texte. Et votre texte m'émeut énormément parce que vous faites 2 annonces dedans. Vous faites une annonce que vous arrêtez l'année prochaine. Oui, mais j'en ai déjà donné, moi, des textes. Je le garde. Celui-là, je le garde. Donc, vous faites une annonce que ça pourrait être la dernière année l'année prochaine. Cette première annonce. Et la deuxième annonce, j'ai l'impression que vous donnez ce à quoi vous allez arriver en philosophie, en disant que pour vous, la philosophie de demain, c'est la philosophie de la voix. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous entendez par le fait que vous arrêtez l'année prochaine? Que 20 ans pour vous, ça y est, c'est un temps. Et ensuite, une espèce de testament, je ne sais pas, je n'aime pas trop le mot, mais une espèce de vouloir dire, voilà, moi j'ai fait toute une vie de philosophie, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est une philosophie de la voix. Est-ce que vous pouvez développer? J'ai pas compris, une philosophie de voix. De la voix. De la voix. Ah là là. Ah non, là. Non.
Je ne jouais pas développer là. C'est l'année prochaine. L'année prochaine. C'est bien sûr de longue philosophie de l'avoir de la relation, c'est-à-dire une, comment pourrait-on dire, ce qu'on pourrait appeler une poétique, c'est-à-dire une philosophie qui est aussi, comme, puisque je dis dans ce petit texte que j'avais montré, c'est ça, une philosophie qui soit orientée vers l'esthétique, vers la croyance, c'est-à-dire qui n'est pas une ontologie ou une philosophie qui recherche du côté, justement, d'une connaissance qui soit un absolu, qui définisse, qui cherche à la définition d'un être en soi, mais une philosophie qui soit tendue du côté de la relation, à commencer par la relation, à commencer par la relation corporelle, puisque l'on dit on a un corps, et non pas on est un corps. Mais le fait d'avoir ce corps est tout aussi indispensable à l'être, et même plus indispensable à l'être que ce qu'est l'être. Parce qu'on ne serait rien du tout si on n'avait pas un corps. Donc ce que l'on a est plus important dans ce sens-là que ce que l'on est, puisque ce que l'on a est ce que l'on est. Même si ce n'est pas totalement la même chose. Donc c'est ça la philosophie de l'avoir, c'est une réflexion sur cette mode d'appartenance. L'être se définit à partir de ses appartenances. Or, c'est dans les appartenances que l'on en trouve l'explication, et non pas dans si l'on veut, dans l'être en soi. C'est un peu, c'est un dépassement des notions, un peu comme ce que l'on voit chez Nietzsche, lorsque lui aussi dépasse les notions entre l'individu, par exemple, et ce qui est autre que l'individu, puisqu'il dit qu'il ne s'agit pas de l'égoïsme, il ne s'agit pas non plus de l'altruisme, il s'agit de quelque chose. Donc, là aussi, il ne s'agit pas exactement il ne s'agit pas de l'être simplement séparé, il ne s'agit pas de l'avoir, de la chose que l'on possède en tant qu'objet, il s'agit de ce passage, si tu veux, de cette relation qu'il y a entre l'un et l'autre. Donc, une philosophie, j'ai dit une philosophie de l'avoir, j'aurais pu dire une philosophie de la relation, c'est quelque chose qui est la même chose. Parce qu'on dit bien aussi qu'on a un esprit. On n'est pas un esprit, on a un esprit. C'est ça. Mais c'était pour distinguer, pour distinguer un peu mais c'est complexe, c'est complexe. Je veux dire, ce n'est pas sans ambiguïté, sans difficulté, pour le définir, parce qu'il y a, on peut faire cela à partir d'analyses qui retrouvent une idée semblable chez beaucoup de philosophes. À partir j'ai pensé à cela parce qu'il y a un livre très intéressant à propos de Leibniz qui s'appelle L'être et la relation, justement, et qui voit chez Leibniz ce passage d'une philosophie qui soit celle qui soit fixée sur l'être et le passage à la relation. C'est comme lorsque Deleuze également dit le problème en réfléchissant sur l'idée, où il dit le problème n'est pas tellement qu'est-ce que c'est, mais les interrogations quand, c'est-à-dire toutes les circonstances qui enveloppent c'est un texte qui a été publié dans les textes dans les textes qui ont été groupés par David Latoujade, qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Sur l'idée.
L'idée, c'est ça, où il est le problème. C'est là où l'on voit cette notion, essentiellement d'ailleurs. On n'a pas s'interroger tellement sur l'essence, sur l'être, sur l'idée, mais sur les relations, les situations qui sont entretenues. La vie inséparée, c'est la même chose dont je vous parle à propos de cette étude de Muriel Comte. On ne peut pas définir à proprement la vie, on la définit